L'équipe de France boucle sa Coupe du Monde avec une défaite contre l'Angleterre lors d'une petite finale complètement folle, France Info. L'équipe de France boucle sa Coupe du Monde avec une défaite contre l'Angleterre lors d'une petite finale complètement folle après une première période cataclysmique, la pire de l'ère Didier Deschamps. Les Bleus ont failli refaire leur retard dans un deuxième acte à sens unique. Publié le 19/07/2026 1h30 à jour le 19/07/2026 1h23 temps de lecture, 2 minutes Warren Zaïre-Emery lors de France-Angleterre, en petite finale de la Coupe du Monde, le 18 juillet 2026 à Miami. Jamie Squire Getty Images North America Didier Deschamps a bien failli terminer son mandat de 14 ans à la tête de l'équipe de France par un naufrage absolu, abandonné par ses joueurs. Menés 4-0 à la mi-temps par l'Angleterre, ils sont finalement sortis de leur insolente apathie pour éviter une humiliation historique. Le collectif tricolore a été transfiguré sur le plan offensif après les 4 changements effectués à la pause, mais n'a pas réglé ses largesses défensives. Il s'est finalement incliné sur une marge plus clémente et sur le score irréel de 6-4. Portés par un élan fabuleux, les Bleus ont réussi à remonter 3 buts en l'espace de 18 minutes, grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui lui permet de dépasser Lionel Messi. À 27 ans, le capitaine est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, en attendant la finale de l'Argentine contre l'Espagne, dimanche. Michael Olise s'est lui aussi attribué le record de passes décisives sur une même édition 7, mais aura été le symbole du manque criant d'efficacité de l'équipe de France au moment d'égaliser à 4-4, avec 2 énormes occasions manquées 75e, 81e. Les entrées d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, buteur à la 54e minute, Dayo Upamecano et Lucas Digne ont tout changé. Les 2 premiers ont dynamisé une attaque complètement déconnectée et découragée après avoir pris la place de Désiré Doué et Ryan Cherki. Quant au défenseur central du Bayern Munich, il a tout fait, colmater les brèches dans la défense, faire mal aux attaquants anglais dans les duels et même lancer les offensives les plus dangereuses des Bleus. Il termine d'ailleurs la rencontre avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé sur le 4e but tricolore inscrit à la 96e minute. À nouveau revenu à un but de l'égalisation, les hommes de Didier Deschamps ont eu un tout petit plus d'une minute pour tenter d'arracher la prolongation. Mais ils ont finalement été punis par une contre-attaque anglaise conclue par Jude Bellingham 90e 8, dont l'entrée en jeu a été cruciale pour les Trillions. Bukayo Saka, de son côté, termine la rencontre avec son premier triplé en Coupe du Monde 37e, 45e 1, 87e. Pour l'Angleterre, monter sur le podium est une performance tout sauf anodine puisqu'il s'agit du meilleur parcours de la sélection depuis son unique sacre en 1966. L'honneur des Bleus, et surtout de Didier Deschamps, est sauf. Le sélectionneur voit son mandat de 14 ans se terminer par une défaite certes, mais surtout sur un gigantesque feu d'artifice et des applaudissements chaleureux du Hard Rock Stadium de Miami. Personne ne voulait jouer cette petite finale. Elle restera pourtant comme l'un des matchs les plus mémorables de ce mondial. Sujet suivant. Édith Cresson a conservé sa voiture avec chauffeur malgré la fin des avantages à vie pour les anciens premiers ministres, France Info. Édith Cresson a conservé sa voiture avec chauffeur malgré la fin des avantages à vie pour les anciens premiers ministres. L'ex-première ministre socialiste n'a pas rendu le véhicule de fonction avec chauffeur payé par l'État au 1er janvier 2026, a révélé Mediapart vendredi. Contactée par France Info, Matignon confirme qu'elle a bénéficié d'un délai de 7 mois pour respecter les nouvelles règles. Publié le 18/07/2026 19h32 temps de lecture, 2 minutes l'ancienne première ministre Édith Cresson, lors de la cérémonie d'hommage rendue à l'ex-chef du gouvernement Lionel Jospin, aux Invalides, à Paris, le 26 mars 2026. Ludovic Marin AFP une exception qui fait du bruit. Malgré l'entrée en vigueur d'un décret mettant fin aux avantages à vie pour les anciens premiers ministres, Édith Cresson a conservé un véhicule avec chauffeur mis à disposition par l'État, a révélé Mediapart, dans une enquête publiée vendredi 17 juillet. Le chef du gouvernement Sébastien Lecornu, qui a signé ce décret en septembre dernier, pour une application dès le 1er janvier 2026, avait pourtant mis en avant cette mesure au nom de la maîtrise des dépenses publiques et de l'exemplarité des personnalités politiques. Contacté par France Info samedi, Matignon confirme qu'Édith Cresson ainsi que Lionel Jospin ont bénéficié d'un délai de 6 mois, jusqu'au 1er août 2026, pour tenir compte de situations médicales. La première femme à occuper cette fonction, de mai 1991 à avril 1992 sous le deuxième mandat de François Mitterrand, peut donc continuer à utiliser cet avantage jusqu'au 1er août. J'ai aussi un chauffeur, c'est important, j'y en ai besoin, avait-elle déclaré en janvier 2025 au magazine Paris Match, affirmant disposer aussi d'une secrétaire en plus de sa protection policière.
Le gouvernement, interrogé par un député, avait précisé que les avantages attribués à Édith Cresson se chiffraient en 2024 à 157 223 €, dont 152 643 € de dépenses de personnel et 4 580 € pour les dépenses liées au véhicule. Le socialiste Lionel Jospin, Premier ministre durant 4 ans de cohabitation sous Jacques Chirac, bénéficiait lui aussi d'une exception, jusqu'à sa mort le 22 mars 2026, à 88 ans. Les frais liés à ces avantages s'élevaient en 2024 à des montants identiques à ceux d'Édith Cresson. Les privilèges ont été abolis durant la nuit du 4 août 1789, il faudrait que Madame Cresson rende sa voiture, a réagi le député socialiste Philippe Brun, samedi, sur le plateau des 4V, sur France 2. L'ex-chef du gouvernement Jean-Pierre Raffarin a lui aussi dû se justifier sur l'usage de son véhicule de fonction après un accident de la route avec un motard le 11 juin. Il a affirmé sur X qu'il avait rendu sa voiture de fonction liée à ses avantages d'ancien Premier ministre, le 1er janvier, mais qu'il disposait à nouveau d'un véhicule, mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères, au titre d'une mission temporaire. Selon Paris Match, 6 voitures avec chauffeur ont été retirées à d'anciens premiers ministres au 1er janvier 2026. Ce décret permet aux ex-chefs de gouvernement de conserver leurs avantages pendant 10 ans à compter de leur départ de Matignon, mais pas au-delà. Sujet suivant. Le parquet ukrainien diffuse les images de l'explosion à Monaco visant Vadim Ermolaev et sa famille, France Info. Le parquet ukrainien a rendu public une vidéo de plus de 40 secondes montrant la tentative d'assassinat ayant visé un homme des affaires et sa famille à Monaco. La femme soupçonnée d'avoir posé l'engin explosif a été retrouvée tuée par balle en Ukraine. Des zones d'ombre demeurent, notamment autour du commanditaire. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Dès la première seconde, on aperçoit sur l'image la poseuse de bombe. Grimée en homme, bonnet sur la tête, on la voit laisser un sac noir sur le perron d'un immeuble, puis poursuivre son chemin. Quelques mètres derrière elle, un homme, une femme et un adolescent rentrent chez eux sans se douter du danger qui les guette. La suspecte fait mine de téléphoner, se retourne, quand soudain, une déflagration puissante retentit. La poseuse de bombe s'empare ensuite de la caméra et part avec en courant. Vadim Ermolaev, richissime homme d'affaires ukrainien, accompagné de sa famille, vient d'être la cible d'une tentative d'assassinat. La justice ukrainienne diffuse la vidéo. Ce que dit le procureur général ukrainien, c'est que cette vidéo a été réalisée à la demande des commanditaires de cette attaque. Le but était de montrer que l'attaque a bien eu lieu, que l'ordre a bien été exécuté, explique Cyril Amourski, reporter de guerre et auteur de Ukraina, un peuple en guerre aux éditions du Cerf. Mais qui sont les véritables commanditaires? La poseuse de bombe, ukrainienne, a été retrouvée morte le 7 juillet dernier, son corps criblé de balles dans la banlieue de Kiev. 2 suspects ont été arrêtés, l'un est officier du renseignement militaire et toujours en activité, l'autre, ancien agent des forces de l'ordre. Samedi 17 juillet, pour la première fois depuis l'attaque, l'entrepreneur Vadim Ermolaev est sorti du silence, dans une lettre transmise par ses avocats. Pour chacun de nous, les mois et années à venir seront marqués d'interventions chirurgicales, de soins et de rééducation. Notre survie relève du miracle. Ce n'était pas un avertissement, c'était une tentative de meurtre, écrit-il. Cette attaque a été un coup de tonnerre pour Monaco, cet État méditerranéen ultra sécurisé de 2 km². Sujet suivant. Direct. Guerre au Moyen-Orient, le guide suprême iranien menace d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables, France Info. Direct. Guerre au Moyen-Orient, le guide suprême iranien menace d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables, publié le 18/07/2026 9h05, mis à jour le 19/07/2026 1h41. Un homme tient un portrait du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, en marge d'un rassemblement à Téhéran, Iran, le 13 mai 2026. Attaqué Nar AFP. Le dirigeant iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé samedi les États-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran, il y a une dizaine de jours. Plus tôt dans la journée, Téhéran a frappé des infrastructures civiles au Koweït pour le 2e jour consécutif, ce qu'il faut savoir. L'escalade militaire continue au Moyen-Orient. Après la reprise des frappes américaines contre l'Iran, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé, samedi 18 juillet, d'infliger des leçons inoubliables aux États-Unis. Maintenant que l'ennemi américain cherche à inciter à la guerre,
il doit savoir que la chère nation iranienne et le front de la résistance ont des leçons inoubliables à lui offrir, a affirmé l'ayatollah dans un message écrit rapporté par la télévision d'État. La violation répétée du protocole d'accord signé entre les deux pays le 17 juin pour faire taire les armes a une fois de plus démontré à tous que la signature du président américain est sans valeur, a-t-il ajouté. Suivez notre direct. 2 militaires américains tués et un porté disparu, après des frappes iraniennes en Jordanie. L'armée américaine a annoncé la mort de 2 militaires américains et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient CENTCOM, l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens. Au Koweït, une deuxième centrale électrique et de dessalement d'eau touchée. Une attaque iranienne a provoqué un incendie et la mise à l'arrêt de plusieurs unités de production, au lendemain d'une attaque similaire contre une autre centrale ayant également causé des dégâts. Des infrastructures civiles ont également été ciblées en Jordanie et à Bahreïn. Le Conseil de coopération du Golfe a qualifié ces attaques de « crimes de guerre ». Washington maintient la pression militaire. Le commandement américain pour le Moyen-Orient dit avoir attaqué l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi. Il déclare avoir visé des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes, sans mentionner de cibles civiles. Ces frappes ont fait au moins 3 morts et 8 blessés dans la province d'Hormozgan, selon les autorités locales. Des attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution ont annoncé samedi avoir stoppé 4 bateaux qui tentaient de franchir sans leur autorisation le passage où, toujours selon Téhéran, 2 pétroliers ont par ailleurs sauté sur des mines. Ce dernier point a été démenti par le commandement militaire américain. Tout lire passer le live Le Point sur l'actu il y a 0 secondes un petit point sur l'actu à 22h55, juste avant le coup d'envoi du match. Moyen-Orient, bon vent, héros. Leur sacrifice ne fait que renforcer notre détermination, réagit le secrétaire d'État à la Défense Pete Hegseth sur X après l'annonce de la mort de 2 soldats américains en Jordanie, dans une frappe iranienne. Moyen-Orient la défense civile de Gaza et un hôpital annoncent que 10 personnes, dont un couple et 3 de leurs enfants, ont été tuées par des frappes israéliennes dans le territoire palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025. Les 5 membres de la famille ont été tués lorsqu'un appartement a été touché dans le nord-ouest de la ville de Gaza, a précisé la défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas. Une porte-parole de l'armée israélienne confirme qu'une frappe avait été lancée dans la ville de Gaza pour viser un terroriste du Hamas. L'armée est en train d'évaluer les résultats de l'opération, selon elle. Le point sur l'actu il y a 0 secondes 20h. Faisons le point sur l'actualité de ce samedi soir. Moyen-Orient l'armée américaine annonce la mort de 2 de ses soldats et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient CENTCOM, l'incident s'est produit hier alors que les forces américaines et leurs alliés se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens. Moyen-Orient le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, menace d'infliger des leçons inoubliables aux États-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran, qui prouve selon lui que la signature de Donald Trump est sans valeur. Maintenant que l'ennemi américain cherche à inciter à la guerre, il doit savoir que la chère nation iranienne et le front de la résistance ont des leçons inoubliables à lui offrir, affirme l'ayatollah dans un message écrit rapporté par la télévision d'État. Réponse de France Info il y a 0 secondes la violation répétée du protocole d'accord signé entre les deux pays le 17 juin pour faire taire les armes a une fois de plus démontré à tous que la signature du président américain est sans valeur, dénonce-t-il. Moyen-Orient un homme a été exécuté en Iran après avoir été condamné pour le meurtre d'un membre des forces de sécurité commis lors des manifestations déclenchées en 2022, annonce le média d'État iranien Mizan. Selon la justice, l'incident s'était produit durant un mouvement de contestation qui avait touché l'Iran en 2022 à 2023 après la mort en détention de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, arrêtée à Téhéran pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire. Réponse de France Info il y a 0 secondes les exécutions se sont multipliées dans le pays depuis le début de la guerre déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février contre l'Iran. Une grande partie des personnes exécutées avaient été condamnées pour leur participation aux manifestations. Le point sur l'actu il y a 0 secondes on respire un grand coup et on fait le point sur l'actu à 18h.
Moyen-Orient, le Hezbollah a organisé des funérailles collectives pour une quarantaine de ses combattants tués lors du conflit avec Israël, dans le village de Majd el-Selm, à la limite d'une zone occupée par les troupes israéliennes. Les corps n'avaient pu être enterrés plus tôt dans le village à cause des hostilités. Réponse de France Info. Il y a 0 secondes, le groupe islamiste pro-iranien s'abstient de communiquer sur le nombre de tués dans ses rangs, mais organise régulièrement des obsèques pour ses combattants à la faveur d'épisodes d'accalmie. Moyen-Orient. Jazem Mohamed Al-Budewi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, condamne, dans un communiqué, avec la plus grande fermeté les attaques perfides menées par l'Iran contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie, ainsi que contre des infrastructures et des installations civiles, blessant plusieurs civils au Koweït. Réponse de France Info. Il y a 0 secondes, Jazem Mohamed Al-Budewi estime que les actions de l'Iran constituent une escalade extrêmement dangereuse, une grave violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi que des crimes de guerre qui exigent une action et des poursuites internationales. Il affirme que les infrastructures et installations civiles font l'objet d'un ciblage délibéré. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participez au live. Participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0,999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. 3 questions sur le tarif agent, avantages dont bénéficient les salariés d'EDF, et que la Cour des comptes veut raboter, France Info. 3 questions sur le tarif agent, avantages dont bénéficient les salariés d'EDF, et que la Cour des comptes veut raboter. Créé en 1946, ce tarif préférentiel sur l'électricité et le gaz coûte trop cher, selon un rapport de la Cour des comptes publié vendredi. Le gouvernement envisage de suivre ces préconisations, provoquant la colère des syndicats. Publié le 18/07/2026 18h40. Temps de lecture, 3 minutes. L'avantage en nature énergie ANE, appelé le tarif agent, est un bénéfice vieux de 80 ans. Philippe Hugan. AFP. Un appel à la grève pour la rentrée. Les fédérations syndicales représentatives des industries électriques et gazières ont annoncé, vendredi 17 juillet, une journée de mobilisation le 15 septembre, pour défendre le tarif agent dont bénéficient les salariés et retraités des opérateurs EDF et GDF. Cet acquis social est dans le collimateur du gouvernement après la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui épingle son coût pour le fournisseur d'électricité détenu par l'État. France Info répond à 3 questions sur ce dispositif sous le feu des critiques. 1. En quoi consiste le tarif agent ? L'avantage en nature énergie, appelé le tarif agent, est un bénéfice vieux de 80 ans. Il a été mis en place au moment de la nationalisation de l'électricité et du gaz qui a donné naissance à EDF et GDF, et il est inscrit dans le statut national des industries électriques et gazières. Il permet aux agents statutaires travaillant chez EDF et GDF, et dans les entreprises issues des opérateurs historiques comme Engie, Enedis et GRDF de payer leur consommation d'énergie à un prix très inférieur à celui des particuliers. Ils sont ainsi exonérés du coût de l'abonnement, et paient un tarif fixe de 0,61 centimes d'euros kWh pour l'électricité et de 0,24 centimes d'euros kWh pour le gaz, rappelle la Cour des comptes. Ce tarif agent s'étend aussi aux retraités de ces entreprises, à condition qu'ils y aient travaillé durant au moins 15 ans. D'après les calculs de la Cour des comptes, en 2024,
un agent bénéficiant de ce tarif a payé 2,2 du prix moyen de l'électricité payée par les autres consommateurs et 1,8 du prix moyen du gaz, mais ces estimations sont contestées par des syndicats de la branche. Selon les travaux de l'institution, cet avantage bénéficie à plus de 300 000 ayants droit au niveau de la branche énergie, dont plus de 220 000 relevant du groupe EDF. Il entre dans la catégorie des avantages en nature et se voit soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Pourquoi est-il remis en question? La Cour des comptes juge son coût démesuré pour EDF. Dans son rapport publié vendredi et consacré à la gestion des ressources humaines de l'entreprise détenue à 100 par l'État depuis 2023, elle chiffre cet avantage à une moyenne de 381 millions d'euros par an entre 2018 et 2024, avec un pic atteignant 620 millions d'euros en 2023, lors de la crise des prix de l'énergie. À ces coûts s'ajoutent d'autres frais, EDF a dû provisionner par an entre 2018 et 2024 afin de financer cet avantage pour les futurs retraités. Au niveau du groupe, en incluant Enedis, le coût moyen annuel du dispositif atteint 621 millions d'euros sur la période 2018 à 2024, avec un pic à plus de 1 milliard en 2023, ajoute la Cour des comptes. Autre argument de l'institution pour raboter ce tarif préférentiel, il n'incite pas à la modération des consommations énergétiques. Elle le juge incompréhensible et contradictoire avec l'objectif de sobriété énergétique. Elle conclut donc que ce tarif ne peut pas perdurer en l'état et propose de le réduire par étapes, en commençant par plafonner les consommations prises en compte, puis en revalorisant le tarif pour l'indexer sur les coûts réels de l'énergie. Le gouvernement, qui affirme avoir reçu une mise en demeure de la Cour des comptes à ce sujet, réfléchit à rogner l'avantage et en a fait part aux syndicats du secteur. Ce n'est pas la première fois que ce tarif préférentiel est ciblé. En 2019, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, interrogé sur Europe 1, avait dénoncé la ristourne de 90 des salariés d'EDF, appelant le PDG de l'entreprise à changer ça. Entre-temps, l'État est redevenu l'unique actionnaire du groupe. Que répondent les syndicats du secteur? Ils sont vent debout contre une telle modification. Réunis en intersyndicale, les 4 grandes fédérations de l'énergie CGT, CFE-CGC, CFDT, font appel à une journée d'action et de grève le 15 septembre. Choisir la veille des congés d'été pour annoncer une telle remise en cause n'a rien d'anodin, c'est une méthode qui vise à étouffer le débat et qui constitue une provocation, dénonce-t-elle dans un communiqué. Elle conteste également l'interprétation de la Cour des comptes sur un surcoût pour les finances publiques. Fabrice Coudour, secrétaire général de la FNME-CGT, premier syndicat de la branche, a affirmé à l'AFP que le tarif agent ne pèse pas plus de 1 de la facture des usagers. Le sujet sera sans doute abordé lors des discussions au Parlement sur le budget de l'État pour 2027, pour lequel le gouvernement présentera sa copie à la fin du mois de septembre.